Bonsoir, mercredi 20 octobre, bienvenue dans le journal de TV78. Voici les titres de cette édition. L'ouverture aujourd'hui à Versailles du procès du chantage présumé à la sextape au préjudice de Mathieu Valbuena. 5 personnes, dont Karim Benzema, comparaissent devant le tribunal correctionnel. Une audience retransmise par une agence yvelinoise 16 Prod basée à Plaisir. Il y a un an, Samuel Paty était victime de la folie terroriste. Dans son ouvrage « J'ai exécuté un chien de l'enfer », l'auteur David Inota mène une contre-enquête sur l'assassinat du professeur d'histoire-géographie de Conflans-Sainte-Honorine. Longue interview à suivre dans ce journal. Et puis, 76 jeunes vont célébrer l'amitié franco-allemande grâce à une série de concerts dans les deux pays. Ces musiciens viennent du conservatoire à rayonnement régional de Versailles-Grand Parc et de l'orchestre des jeunes de la région de Berlin. Nous avons pu les suivre lors de répétitions. Tout à l'heure également en direction Saint-Germain-en-Laye, la maison de Claude Debussy va fermer le 31 octobre prochain. Près de 2 ans de travaux pour cette bâtisse du XVIIe siècle afin qu'elle connaisse une nouvelle jeunesse. L'actualité du jour dans les Yvelines avec l'ouverture de ce procès, le procès dit de la sextape qui s'est ouvert ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Versailles. 5 hommes comparaissent dans cette affaire de chantage au préjudice du footballeur Mathieu Valbuena. L'audience doit durer jusqu'à vendredi. Sur le banc des accusés, notamment l'international français Karim Benzema, poursuivi pour complicité de tentative de chantage sur son ex-coéquipier en sélection. Lors d'un rassemblement des Bleus en octobre 2015, le joueur du Real Madrid est soupçonné d'avoir incité Mathieu Valbuena à payer une rançon. L'objectif, éviter la diffusion publique d'une vidéo intime à caractère sexuel. Dans ce stratagème, derrière ce stratagème, 2 maîtres chanteurs accusés de tentative de chantage et l'un d'eux également pour abus de confiance. 2 autres personnes sont poursuivies dans cette affaire. Mathieu Valbuena est lui bien présent pour ce procès. Karim Benzema, représenté par ses avocats, le joueur de 33 ans risque 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 70 000 € d'amende. Un procès médiatique retransmis en direct au tribunal de Versailles pour les journalistes présents. Et derrière cette retransmission, l'agence de production 16 Prod basée à Plaisir. Bichente Maria Santisteban et Patrick Jacques de Dixmude ont pu suivre la préparation et l'installation du matériel pour le procès. 4 caméras sur des plans fixes, c'est le dispositif utilisé par l'agence 16 Prod pour couvrir le procès du chantage présumé à la sextape du footballeur Mathieu Valbuena, où 5 personnes, dont un autre international français, Karim Benzema, sont appelées à comparaître du 20 au 22 octobre, une retransmission installée depuis la veille. Demain, le procès de Karim Benzema s'ouvre à Versailles. Donc nous, on est 2 à être mobilisés pendant 3 jours, du début du procès jusqu'au verdict en fait. Et après, on a toute la désinstallation aussi, pour que lundi, les gens puissent travailler sans avoir toutes ces caméras et ces télés. Un procès dit médiatique. Les caméras sont installées pour permettre une retransmission en direct dans une salle annexe, composée de journalistes et toute personne souhaitant y assister. En fait, on n'a pas le droit de faire de la réalisation dessus, parce qu'il ne faut surtout pas dénaturer en fait, ce qui se dit. Et c'est vraiment juste pour, comme si les gens étaient dans la salle en fait. Pour cette affaire, les caméras vont rester fixes. En revanche, pour une autre catégorie de procès, une réalisation est mise en place. Il y a une différence avec les procès historiques. Par exemple, on couvre en ce moment V13, donc le procès du Bataclan. Dans ce cadre, là par contre, il y a une réalisation. Alors on est avec un peu plus de caméras, il y a 8 caméras. La règle de base, c'est en général, on met à l'image la personne qui parle. On essaye de limiter les plans d'écoute, les plans de réaction. 16 Prod retransmet les audiences dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Justice. Ça fait maintenant, ça doit faire 6 ans qu'on couvre les procès, donc presque tous les procès historiques. Alors c'est quoi les procès historiques ? Il y a effectivement celui en ce moment c'est V13. Avant il y avait le procès de Charlie Hebdo. Encore avant on a fait les procès sur le génocide rwandais. Et après au niveau partie médiatique, on est amené à faire des procès de tueurs en série ou de stars. Alors là il y a Benzema, on a fait le procès Hallyday. En tant que prestataire audiovisuel du ministère, il arrive à l'agence de couvrir parfois 5 procès en même temps à travers la France. La société est composée de 8 salariés permanents et d'une 40aine d'intermittents. Voilà pour ce procès qui va donc durer jusqu'à vendredi. Au chapitre judiciaire, toujours, l'affaire Julie connaît une nouvelle étape à la cour d'appel de Versailles. Julie, c'est le pseudonyme de cette jeune femme dont la famille accuse des pompiers de Paris de l'avoir violée à son domicile alors qu'elle était mineure et suivait un traitement médicamenteux lourd. En 2010, 3 pompiers avaient été mis en examen pour viol avant que les faits ne soient requalifiés en atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineur de 15 ans par plusieurs personnes. Une requalification
contestées par la jeune femme et sa famille devant la Cour de cassation qui les avait déboutés en mars dernier. Mais la juridiction a cassé 2 éléments qui sont donc étudiés depuis hier mardi par la Cour d'appel de Versailles. Est-ce que les atteintes sexuelles présumées du principal accusé ont été plus longues? Est-ce que d'autres pompiers que les 3 déjà mis en cause pourraient être concernés par des faits de corruption de mineurs? Les magistrats vont donc se pencher sur ces 2 questions. Le délibéré de la Cour d'appel sera rendu le 1er février 2022. Par ailleurs, la mère de Julie a déposé plainte avec constitution de partie civile pour viol et corruption de mineurs contre 17 pompiers qui n'ont pas été mis en examen et indique aussi avoir déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous vous en parlions lundi, différentes commémorations se sont tenues samedi dernier en mémoire de Samuel Paty, comme ici à Conflans-Sainte-Honorine, la ville où enseignait le professeur d'histoire-géographie, tué pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. Un livre géant sur la liberté d'expression a été dévoilé au cours des commémorations. Et un an après le drame, le romancier David Dinota publie ce livre, « J'ai exécuté un chien de l'enfer, rapport sur l'assassinat de Samuel Paty ». C'est aux éditions du Cherche-Midi, une contre-enquête sur l'accumulation des événements qui ont conduit le terroriste à viser l'enseignant. David Dinota revient sur cet engrenage dans un entretien avec Patrice Carmouze. Long extrait et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce journal. La contradiction qui est au cœur de mon livre, c'est le fait que on a demandé à Samuel Paty de s'excuser pour une rumeur créée par une élève qui n'était pas dans la classe, comme si c'était comme si c'était la victime de la rumeur qui devait en quelque sorte s'excuser de la rumeur qui le calomniait. Je rappelle simplement pour la clarté le contenu de cette rumeur qui est extrêmement grave, qui consistait à dire que Samuel Paty avait exclu les élèves musulmans de sa classe parce que musulmans. Donc cette rumeur qui faisait de Samuel Paty un islamophobe va évidemment créer une dynamique infernale et mon livre consiste à décrire, décrypter, décortiquer l'attitude de l'éducation nationale face à ce que les Anglais appellent un testing, c'est-à-dire une façon qu'ont les islamistes de tester vraiment une structure pour voir si elle craque et comment elle peut craquer. Alors essayons d'aller plus au fond dans ce que vous démontrez. Il y a cette notion terrible, mais qui existe, c'est d'abord pas de vague. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est arrivé à Samuel Paty, je dirais que c'est la face tragique visible de l'iceberg. Mais cette transaction qui fait que le professeur est toujours la variable d'ajustement lorsqu'il y a un litige, toujours ce que j'appelle moi le fautif idéal, c'est un long processus qui vient de très loin, donc effectivement ça s'inscrit dans cette longue tradition malheureuse de l'éducation nationale et Samuel Paty évidemment a été la victime de ce processus-là. Et si on va plus loin encore, alors vous citez d'ailleurs des textes officiels de l'éducation nationale qui disent, au fond, les professeurs doivent établir un lien de confiance avec les élèves. C'est assez extraordinaire quand on y réfléchit, parce que mais tout à fait. Le propos d'un professeur, c'est d'enseigner, c'est d'apprendre. Vous avez tout à fait raison. Et je dirais que c'est pire que ça, c'est qu'en fait, c'est un nouveau jeu disciplinaire où celui qui juge le bon comportement du professeur, c'est l'élève. Donc si vous voulez, et ça s'est incarné très concrètement, ça paraît très abstrait dit comme ça pédagogiquement, mais ça s'est incarné très concrètement par, si vous prenez l'accusation qui a été adressée par sa hiérarchie, qu'est-ce qu'on lui a reproché au moment même où il était la victime d'une cabale d'islamistes, orchestrée par un fichier S, Abdelhakim Sefrioui. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? On lui a reproché, il faut reprendre les termes, d'avoir froissé ses élèves. Donc, en quelque sorte, c'est l'élève, le ressenti même, il faut aller plus loin même, le ressenti religieux de l'élève qui détermine le bon ou le mauvais comportement d'un professeur laïque. Vous voyez l'aberration pédagogique que ça représente, mais derrière cette aberration, il y a un vrai enjeu politique, évidemment. Et on va y revenir, mais c'est en effet cette atmosphère qui explique l'inexplicable, au fond. C'est-à-dire qu'on, c'est et l'éducation nationale et les islamistes et les terroristes vont prendre au sérieux le mensonge de cet élève. Mais c'est toute l'horreur de la chose, je dirais, c'est que le paradoxe, si vous voulez, du référent laïcité, c'est qu'il confirme la thèse de l'élève qui n'était pas dans la classe et qui dit qu'il a offensé tous ses élèves. Et il infirme le témoignage des élèves qui étaient dans la classe et qui disent « mais pas du tout, il y a une très bonne ambiance, etc. » Donc ça, c'est le paradoxe qui est au cœur de mon enquête. Alors,
Autre chose que vous montrez qui est assez effarant, c'est qu'en effet, il y a des plaintes de parents d'élèves qui disent des élèves musulmans ont fait l'objet d'un traitement raciste. Mais pire encore, il y a des collègues qui disent mais on ne peut pas traiter des enfants comme ça parce qu'ils ont une religion, une autre religion, enfin la religion musulmane. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde parle alors que personne ne sait. Et il parle sur un mensonge. C'est exactement ça. Alors il ne faut pas généraliser. Hein. C'est oui. certains non, collègues. Certains, oui, bien sûr. Voilà. Pas tous, hein. Mais c'est vrai que parmi toutes les accusations auxquelles Samuel Paty a dû faire face, l'une des plus douloureuses a certainement été l'accusation de 2 collègues qui, sans vérifier le contenu de la rumeur, sont montés sur leurs grands chevaux et ont commencé à condamner moralement le professeur Paty, alors même que la première des choses, c'était de savoir si c'était vrai ou faux. Et au fond, ça a accentué encore le climat de solitude construite administrativement de Samuel Paty. Et on est dans ce que vous appelez d'ailleurs le ravage de la suspicion et de la présomption de culpabilité, parce que c'est ça. C'est exactement ça. La rumeur porte sur une accusation d'islamophobie et elle a été renforcée tragiquement par les différents acteurs. Et quand je dis différents, c'est bien des acteurs qui ont des rôles différents, c'est-à-dire il y a l'administration, il y a l'accusatrice, c'est-à-dire l'élève, il y a le rôle des islamistes, il y a le rôle des parents. Tout ça, il faut le reconstituer, mais tout a été dans le même sens pour accuser un homme innocent. Alors, la principale lui demande d'ailleurs de faire des excuses. Et d'ailleurs, il le fait, ce qui est la preuve que c'est pas un jusqu'au boutiste ou un extrémiste. Au contraire, pas du tout. Tout le contraire même. C'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui voulait absolument bien faire son travail. Je pense que le mot qui le caractérise le mieux, je répète toujours cette expression de Spinoza que je trouve très belle, probité insigne. Je pense qu'il a simplement fait preuve d'une très grande probité et que son geste de prévenance a été construit après coup par des islamistes en geste en stigmatisation, raciste envers les musulmans, ce qui est évidemment un mensonge éhonté, mais qui a été répandu sur la toile avec les conséquences que l'on connaît. Il a d'ailleurs un certain sens de l'humour, parce qu'il dit l'année prochaine, je parlerai de la censure d'Internet en Chine, comme ça, on m'ennuiera pas. Et vous racontez d'ailleurs que l'année précédente, il avait parlé des caricatures de Jésus, et ça n'avait posé aucun problème. Strictement aucun problème. Mais vous avez absolument raison de parler de cette plaisanterie, parce que vous savez, les plaisanteries ont toujours un rôle capital. C'est elles qui désignent véritablement les rapports de pouvoir. Lorsqu'on envoie son rapport, on dépêche sur place un référent laïcité, Samuel Paty, qui est beaucoup moins naïf qu'on a essayé de le faire croire, comprend très bien la fonction de ce référent et cette blague qui consiste à dire « Ok, je ne parlerai plus des caricatures de Charlie Hebdo, je parlerai l'année prochaine de la censure en Chine », c'est évidemment une façon de dire « Je sais très bien ce que vous êtes en train de faire ». Il est à la fois très lucide sur la cabale des islamistes, et qu'il nomme nommément, c'est quelqu'un qui nomme les choses, donc il dit les islamistes locaux, donc la cabale des islamistes pour perturber son cours sur la liberté d'expression, et puis il est aussi très lucide sur le rôle pour le moins ambivalent de son administration, qu'il accuse au moment même où il aurait besoin d'être défendu. Absolument. Alors, continuons sur cette administration, parce que ça c'est absolument presque incroyable. Il y a donc, on a parlé des parents d'élèves, on a parlé de quelques collègues, mais il y a pire que ça. Se sert de ce faux témoignage une inspection qui va dire, qui reprend la thèse du mensonge en disant voilà, il a rompu ce lien de confiance avec les élèves. Alors c'est presque une saloperie, j'allais dire, ce rapport, parce que il dit oui, il s'en est pas aperçu, il s'en est peut-être pas aperçu, mais enfin voilà, il s'est mal conduit. C'est ça, exactement. Vous avez parfaitement compris le livre et bien vu. La boucle que je décris, c'est au fond, vous avez donc la situation, quelqu'un qui est pris en chasse par des islamistes et un référent laïcité qui confirme la thèse de l'élève qui n'était pas dans la classe, donc qu'il aurait effectivement froisser ses élèves, qui est une thèse pédagogiquement absurde, mais qui va être, c'est ça qui est incroyable, qui va être validée par le rapport de l'inspection générale. Donc l'inspection générale reprend la thèse du référent laïcité, donc je dirais presque validée somnambuliquement, sans se rendre compte de la contradiction pédagogique que ça représente, parce que si, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comportement d'un professeur dépend de la sensibilité religieuse de ses élèves, il n'y a pas d'enseignement laïque possible. Donc,
l'inspection des générales reprend somnambuliquement la thèse du référent laïcité, qui en plus repose sur un témoignage qui est celle de l'élève qui n'était pas dans la classe, enfin en tout cas confirme ce faux témoignage, et va être repris somnambuliquement par l'Éducation nationale, puisque l'Éducation nationale va s'appuyer sur ce rapport. Donc vous avez une boucle incroyable où personne ne s'aperçoit, un, que la thèse initiale est fausse, c'est-à-dire qu'il n'a pas froissé ses élèves, et deux, que le fait de lui reprocher ça est une contradiction pédagogique. Donc là, on est vraiment dans l'absurdité la plus profonde. S'il n'y avait pas eu ce drame terrible qui est la décapitation, hein, c'est-à-dire la peine de mort, quoi, hein, telle qu'on la pratiquait, ça serait... Il est accusé d'avoir diffusé des images pornographiques de ses élèves, et il est obligé d'aller s'en expliquer au commissariat. Et c'est d'ailleurs, là, c'est le 13 octobre, là, c'est une scène capitale, qui bizarrement n'apparaît pas dans le rapport, où Samuel Paty dit très clairement je n'ai commis aucune infraction dans l'exercice de mes fonctions. Absolument. C'est vous dire que lorsque le référent laïcité essaye absolument de lui faire reconnaître une erreur, donc une chose fausse, à savoir qu'il aurait offensé ses élèves, voilà, ça n'a pas marché. Samuel Paty reste tout à fait probe par rapport à sa démarche, et c'est très important de rappeler ces mots à lui, parce que dans le rapport, tout est toujours rapporté au style indirect. Hein. Le style indirect, c'est un style très confortable. Alors, je voudrais revenir sur un propos qui est très important dans votre livre, ce que vous écrivez. Vous dites « Samuel Paty n'est pas mort pour la liberté d'expression, il est mort de l'antiracisme islamiste ». Oui, je voudrais préciser ce point, c'est un point important. C'est important, oui. Ce n'est pas un martyr, il n'a pas voulu mourir pour la liberté d'expression, et je crois qu'il faut se tenir à distance de tout ce discours martyriologique auquel on a eu droit lors de la cérémonie officielle. Je crois qu'il faut fuir l'émotionnel pour rester dans l'analyse, ou alors le symbolique pur, qui n'a pas beaucoup d'importance. L'analyse nous apporte à démontrer que ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, quelle a été la posture victimaire des islamistes? C'est de dire, on nous a traités, vous savez, il y a une phrase incroyable, quand Sefrioui dit « si on avait été juif, on nous aurait reçus tout de suite, on ne nous aurait pas fait attendre hein, ». Parce qu'il doit être reçu par la principale et il n'est pas reçu. Voilà, donc vous avez le victimisme, vous avez l'antisémitisme très présent, et puis alors cette logique toujours qui consiste à dire, et puis bien sûr la confession, j'allais presque oublier l'essentiel, qui est la vidéo de l'élève qui a menti, et qui se présente vraiment comme la victime. On ne nous traite pas, nous musulmans, comme les autres, en fait, dit-elle. Hein. Donc là, vous avez bien une posture victimaire qui va, comment dirais-je, précipiter l'engrenage, hein, idéologiquement. C'est pas un fait divers, c'est un engrenage qui s'inscrit dans un environnement idéologique très particulier où le victimisme a un rôle très important. Vous citez la formule de Gilles Kepel, le djihadisme d'atmosphère qui est présent dans l'enseignement, dans l'université notamment. Oui. Ça aussi, oui, vous pensez que c'est très présent Mais c'est extrêmement important, ce concept est extrêmement important pour comprendre la responsabilité de ce que faisaient et Brahim C. et Sefrioui. C'est-à-dire, vous laissez courir une rumeur sans vous engager directement, vous salissez le nom d'un homme et puis vous attendez que quelqu'un passe à l'action. On ne peut pas utiliser ce terme, on ne peut pas utiliser l'accusation d'islamophobie innocemment. Ça n'est pas possible. On sait que cette accusation tue, on en a la preuve. Peut-être une dernière question qu'on n'ose à peine poser parce que les termes sont terribles. Posons-les. Mais est-ce que la mort de Samuel Paty a servi à quelque chose ? Eh bien, écoutez, là encore, on revient en fait à la première question. Je dirais qu'il y a deux possibilités. Il y a une tentation très forte du point de vue de l'éducation nationale de tourner la page pour oublier les circonstances exactes et la responsabilité directe de l'administration dans la non-protection du professeur Paty. Et puis, il y a aussi, peut-être, je l'espère, la possibilité de méditer ce qui s'est passé pour qu'un autre professeur ne passe pas par le même cauchemar, le même enfer. Mais ça suppose qu'on décrive honnêtement, le plus précisément possible, ce qui s'est véritablement déroulé. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre. Voilà, pour cet extrait d'un entretien plus long, il sera retrouvé en intégralité dès demain soir, jeudi, sur notre site internet et notre application mobile.
La suite de notre journal avec cette célébration de la paix et de l'amitié franco-allemande. 76 jeunes musiciens du conservatoire à rayonnement régional de Versailles-Grand Parc, mais aussi de l'orchestre des jeunes de la région de Berlin seront en concert les 21 et 22 octobre. 2 dates en région parisienne avant de partir en tournée en Allemagne. Mélanie Poquier a suivi les répétitions à Versailles. Pour ce concert symphonique, le chef Michael Cousteau a souhaité partir du sombre pour aller au clair. 6 pièces sont prévues au programme, dont 2 composées par des femmes et une création de 2020 signée Jean-Baptiste Robin. À l'origine, on devait faire la 9e de Beethoven, mais en raison de la pandémie, on n'a pas pu la faire parce que c'est trop dangereux de faire chanter des chœurs, et notamment en Allemagne. Et donc on l'a remplacée par la 5e de Beethoven. Mais toutes les deux font le même chemin. On fête aussi les 75 ans de paix, puisqu'on est dans un message de réconciliation franco-allemande, mais aussi des œuvres qui ont été choisies pour être abordables techniquement. Sous la baguette du chef d'orchestre, près de 80 musiciens, français et allemands, tous de moins de 30 ans, ils travaillent ensemble depuis une semaine. C'est une approche différente parce qu'on n'a pas la même approche de l'orchestre, que ce soit chez les Allemands que chez les Français. Les Français ont tendance à être peut-être plus solistes qu'en groupe, que jouer en groupe. Et les Allemands ont cette culture de l'orchestre très forte. On apprend de jouer ensemble dans l'orchestre, on apprend à écouter les autres. Généralement, on fait beaucoup de la musique dans une semaine et c'est très intense. Et moi, je tiens toujours beaucoup de cette expérience. C'est la 2e édition de cette alliance entre le conservatoire à rayonnement régional et l'orchestre des jeunes de la région de Berlin. Il y a des parties multiples, la portée artistique, bien évidemment du programme, choisi avec le chef d'orchestre Michael Cousteau, la portée humaine, évidemment, de retrouver enfin une pratique artistique collective, et puis la portée européenne. Les jeunes musiciens jouent le 21 octobre à Paris et le 22 à Versailles. Si dans la cité royale le concert est déjà complet, l'orchestre pourra vous enchanter dans la capitale. On referme ce journal à Saint-Germain-en-Laye. La maison natale de Claude Debussy va fermer ses portes au public le 31 octobre. 2 ans de travaux pour restaurer l'ancienne demeure, la rendre accessible à tous, mais aussi revoir la scénographie dans son intégralité. Le reportage de Justine Brasier. C'était quelqu'un qui arrivait dans la musique classique et qui bouleversait tout, véritablement. Grand compositeur français, Claude Debussy est né dans cette maison le 22 août 1862. Ici, ses parents tenaient une boutique de faïence au rez-de-chaussée et logeaient à l'étage. Située à Saint-Germain-en-Laye, la maison ferme ses portes au public le 31 octobre pour 2 ans. Pour cette maison ancienne du XVIIe siècle, les travaux se sont imposés d'eux-mêmes. On voit qu'il y a des infiltrations d'eau, on voit que tout se dégrade petit à petit. Et il y a également la question de l'accessibilité au public. La maison, aujourd'hui, n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. L'escalier du XVIIe siècle est le seul accès aujourd'hui dans les étages. Objectif des travaux, redonner à la façade son aspect historique, implanter un ascenseur et revoir la muséographie. La muséographie sera véritablement revue de fond en comble avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les outils multimédia qui seront également présents, quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui, mais avec l'écoute musicale beaucoup plus présente. Clair de lune, rêverie, prélude, Claude Debussy est considéré aujourd'hui comme le précurseur de la musique classique actuelle. Un personnage qui amenait quelque chose de profondément nouveau. En fait, sans Debussy, la musique classique n'aurait pas connu ce changement. C'est vraiment Debussy qui fait rentrer la musique classique dans le XXe siècle. La réouverture est prévue courant 2023. Une fois la maison fermée au public, le lieu continuera de vivre avec une saison musicale hors les murs, des concerts prévus au Conservatoire, au musée Maurice-Denis ou encore à l'Hôtel de Ville. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, place au 7-8 Société, Mélanie Poquier aux manettes pour parler des gestes écologiques dans les cantines yvelinoises. Restez avec nous, c'est dans quelques minutes. Belle soirée avec TV78.